Bon, alors, je suis ravi parce que ça fait quelques années qu'avec les interlocuteurs qu'on a autour de la table, on parle vélo. Donc, on va faire un rapide tour de table. Je vais vous laisser vous présenter, mais donc, on va commencer par Élodie Trochetel, qui est animatrice mobilité de l'ADEME. Merci Timothée. Bonjour à tous. Tu as à peu près tout dit, hein. Je fais partie du service transport et mobilité de l'ADEME et je coordonne pour l'agence toutes nos activités en lien avec la marche, le vélo, l'autopartage et le covoiturage. Génial. Donc, je laisse la main maintenant à Louis Dutoit, et je dis rien d'autre. Merci Timothée, bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Louis Dutoit, je travaille à la Fédération française des usagers de la bicyclette et plus particulièrement sur un programme que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo et que je présenterai brièvement en fin de webinaire. Merci Louis. Et puis, pour finir, Marius Louvet. Oui, bonjour. Moi, je suis moins un habitué. Donc, je suis directeur du développement de l'agence Iserne et Associés. Et on accompagne la Fédération française de cyclisme. Donc, je parle en tant que Fédération française de cyclisme. On les accompagne sur les sujets mobilité et justement la transformation de l'offre du réseau club et éducateur sur les sujets de mobilité. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, on a 3 experts des enjeux du vélo pour nous parler on va dire, l'état des lieux 2 ans après cette situation sanitaire. Je fais une rapide introduction sur Ecodev qui anime on va dire, ces cycles de webinars. Donc, on est une quarantaine de personnes aujourd'hui et ça fait 12 ans qu'on accompagne les employeurs dans leur politique développement durable, si je fais très simple, avec des métiers de conseil, des métiers de mesure d'impact, donc les indicateurs, ainsi que des déploiements opérationnels ou des éléments de langage et tous les enjeux liés à la conduite de changement. On a monté il y a un peu plus de 2 ans maintenant un écosystème mobilité, donc pour sortir du cadre classique des missions de conseil et nous permettre d'avoir un peu plus de liberté sur le champ d'action. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un groupe on va dire, d'acteurs qui permettent d'aller plus loin en étant du coup avec des compétences complémentaires, si je fais très simple. Mais finalement, les grandes lignes, on va dire, et les grandes directives qu'on se fixe, c'est de travailler sur des thèmes bien spécifiques qui sont de permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité. Donc, au même titre qu'il y a une dizaine d'années, on se disait qu'il fallait des indicateurs carbone dans le pilotage des entreprises qui commencent à devenir on va dire, grandissant dans le déploiement, on est exactement dans la même vision sur les sujets de mobilité durable pour les employeurs. Donc tout ça, ça passe par des accompagnements assez pragmatiques sur le changement des habitudes. Ça, c'est le deuxième volet. Pour travailler ensuite sur comment valoriser, communiquer et démontrer finalement qu'il y a des solutions innovantes et des acteurs engagés. Donc c'est les retours d'expérience et les partages de connaissances. Et avec en trame de fond le sujet de la sobriété ou de l'innovation responsable, parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'on a des limites et qu'on ne va pas pouvoir on va dire, atteindre nos objectifs carbone uniquement avec des choix technologiques. On s'est fixé un certain nombre de premiers objectifs, je ne rentre pas dans le détail, mais qui sont quand même, peut-être, là, si on prend le deuxième verre, c'est comprendre et traiter ensemble les enjeux ou les problèmes rencontrés. Je pense que c'est important de passer du temps pour savoir où on en est et où on veut aller, et on pourra aborder ces sujets avec nos 3 intervenants. Voici un certain nombre d'acteurs qui participent et nous aident dans cet écosystème. Donc, vous avez des employeurs, plutôt grands groupes, qui veulent faire changer les lignes de leur mobilité quotidienne, en tout cas celle des collaborateurs, des solutions et des startups qui proposent des actions concrètes et qui nous font des retours d'expérience, et des parties prenantes ou des influenceurs qui nous aident finalement à avoir des compétences et ou des réseaux qu'on n'aurait pas non plus atteints avec nos petits moyens d'Ecodev. Et un certain nombre d'initiatives. Donc, en un peu plus de 2 ans, on a travaillé sur la mise en place d'outils, de ressources. On fait un certain nombre de webinars qui sont tous en ligne maintenant sur notre site. On pourra vous envoyer les liens si ça vous intéresse. Et puis, on a participé à travailler sur ce référentiel, ou en tout cas ce programme employeur pro vélo. On a travaillé pour l'ADEME, le ministère, à faire le baromètre autour du forfait mobilité durable. Et plus récemment, on est en train de décortiquer les données qualitatives de nos négociations annuelles obligatoires, qui sont le cadre juridique qui maintenant intègre nos enjeux de mobilité durable. Voilà, pour la rapide présentation. Et puis, on a quelques données d'adhérents qui sont des adhérents assez récents de cet écosystème, qui nous ont transmis des informations. Donc, l'idée, c'est pas de faire leur promotion, mais surtout de récupérer leurs données, qui sont des données réelles, où 67% des nouveaux clients, du coup, de Tandem, par exemple, ne se déplaçaient pas à vélo avant de travailler avec eux, ou 60%
se déplacer en transport en commun, 28 en voiture et 12% à pied. Enfin voilà, on voit qu'il y a un report modal et c'est intéressant de commencer à tracer ces chiffres et c'est ce qu'on fixe comme objectif dans cet écosystème pour les partager et sortir des idées reçues. Et les motivations, si j'en prends une, plus de 80%, c'est du gain de temps. Donc le vélo n'est pas uniquement un outil loisir, on voit que c'est un outil aussi de productivité si on prend ce type de chiffres. Voilà pour la rapide introduction. Je vais laisser la main à Elodie qui va du coup nous faire une introduction également sur le suivi du vélo, mais avec un prisme ADEME. À toi, Elodie. Merci Timothée. Alors ça y est, j'ai trouvé qu'on s'est avancé. Alors, je vais vous dire un petit peu quelques mots de l'évolution de la pratique. Et cette évolution de la pratique ces dernières années, on ne peut pas la dissocier du contexte qu'on a connu, même au-delà de cette période de crise sanitaire, puisque avant même la crise, on était déjà dans un contexte qui était très favorable au développement du vélo, avec le premier plan vélo et mobilité active lancé en 2018. Ce n'était pas le premier plan vélo, mais c'était le premier plan vélo avec un financement national et des objectifs quantifiés de façon aussi claire et aussi ambitieuse. Donc 2018, on annonce un triplement de la part modale pour 2024, qui est un objectif extrêmement ambitieux. Et puis surtout, on annonce ce fonds mobilité active, 350 millions d'euros en 7 ans, qui était également une première. Ce plan mobilité, il a été vraiment conforté dans la loi mobilité, qui a repris la plupart des mesures qui avaient été annoncées dans le plan. Une loi mobilité où le vélo a eu une place extraordinaire, puisque 10% des amendements qui ont été déposés, c'était des amendements vélo et beaucoup ont été retenus pour mettre dans cette loi des objectifs ambitieux en matière d'aménagement cyclable, en matière de stationnement sécurisé, d'intermodalité. On est tous informés de l'obligation de stationnement sécurisé en gare, qui va être une petite révolution d'ici 2024. La création du forfait mobilité durable, et puis des mesures emblématiques aussi comme le marquage des vélos ou le savoir rouler. Donc une loi mobilité qui est vraiment une petite révolution pour faire entrer le vélo dans la législation et puis pour dire clairement que le vélo est un mode de transport. Et je pense qu'on a eu aussi une petite révolution culturelle à ce niveau-là avec une ministre qui a dit qu'il fallait arrêter de mépriser le vélo et qu'on était vraiment sur un mode de transport à part entière. Et puis, toujours dans l'évolution du contexte côté législatif, la loi climat et résilience, qui n'était pas une loi dédiée mobilité, mais qui là encore, pour moi, représente un tournant culturel, et c'est d'ailleurs les mots de la ministre, puisque on a introduit la prime à la conversion auto vélo à assistance électrique, qui était une mesure qui avait été poussée, ne serait-ce que l'année précédente, et qui avait été vraiment rejetée de façon très forte, comme si c'était une aberration. Et puis un an après, on s'aperçoit que cette mesure est devenue réalité. Et c'est quand même un signal très très fort quand on dit aux Français qu'on peut remplacer une voiture par un vélo. Donc voilà, un contexte législatif très favorable qui est venu en collision avec le contexte sanitaire, le coronavirus, qui aurait pu être assez fatal à la pratique du vélo et qui au final a été un catalyseur de l'évolution de cette pratique. Avec les aménagements de transition qui ont été une façon de faire de l'aménagement cyclable qui n'avait jamais été utilisé en France et qui a apporté, je pense, beaucoup d'éléments à la fois d'évaluation sur comment la pratique évolue quand on crée rapidement des aménagements et puis surtout des idées sur comment on pourrait faire plus vite et différemment en testant, en évaluant, en améliorant avant de graver dans le marbre des aménagements. Et puis cette crise, ça a aussi été un catalyseur pour des initiatives emblématiques dont Louis pourrait parler mieux que moi, notamment le coup de pouce vélo, avec la réparation de près de 2 millions de vélos sur même pas un an, justement pour accompagner cette augmentation de la pratique et le besoin en vélo. Et puis, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez aussi, mais on a eu un contexte extrêmement favorable du point de vue des financements mis à disposition grâce au dispositif C2E. Avec pas loin de 300 millions d'euros de programme C2E vélo qui ont été annoncés sur cette période. Et donc j'ai listé quelques programmes vélo, j'en ai oublié, mais en tout cas voilà, on a une grande diversité de programmes C2E vélo qui financent tout à la fois la mise en œuvre du savoir rouler, le stationnement vélo, l'accompagnement des collectivités, l'accompagnement des entreprises, la cyclologistique. Donc voilà, on a cette chance aussi d'avoir bénéficié de ces programmes et on le dit peut-être pas assez. Et donc un contexte très très favorable qui se traduit par des évolutions positives des pratiques, avec une année 2020 qui a été une année
exceptionnelle pour le vélo, avec une augmentation très forte de la pratique dans tous les contextes, et une année 2021 qui finalement est une année de stabilisation de ces pratiques. C'est pour ça que mon titre, c'est une évolution positive des pratiques à poursuivre. Et donc voilà, si on regarde le bilan 2019-2021, on est sur une augmentation de à peu près 30% d'augmentation de la pratique. Une augmentation qui est particulièrement marquée en milieu urbain, là où les aménagements cyclables se sont le plus développés, mais qui est également une réalité aussi en milieu périurbain et en milieu rural. Et c'est une excellente chose puisqu'on sait que la pratique a tendance à diminuer, avait tendance à diminuer jusque-là dans ces milieux. Donc c'est une évolution positive des pratiques sur tout le territoire, très marquée dans l'urbain, mais qui est également vraie dans les autres territoires. Et une évolution de la pratique qui est vraie en semaine pour des usages utilitaires et qui est aussi vraie le week-end pour des usages plus loisirs. Donc là encore, ce sont pour nous des signaux très positifs. La pratique loisir, appelons aussi des pratiques utilitaires. Donc tout ça, ce sont des données de vélo et territoire qui sont disponibles en ligne. Et je vous ai également mis le focus qui est fait sur quelques villes, justement pour vous montrer aussi ce qui s'est passé sur certes 2019-2021, avec des pratiques qui ont explosé dans certains territoires. On est à plus 70% à Dunkerque. Et pour vous montrer aussi qu'en fait, entre 2020 et 2021, si on gomme les effets du confinement, la pratique a stagné dans certaines villes, elle a continué à augmenter dans d'autres villes, mais on est sur des évolutions plus modérées. Et le message derrière cette analyse, c'est de dire il s'est passé beaucoup de choses grâce à la crise sanitaire, il ne faut pas s'endormir non plus sur ces acquis. Pour que la pratique progresse, il faut que les aménagements continuent de sortir de terre, il faut que les services continuent à être créés. Donc on a des signaux très positifs en termes d'évolution de la pratique, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Alors, je vais également vous dire quelques mots sur, justement, parce que je commençais à parler de services, sur une étude que Côté ALEM, on a publiée en septembre 2021, qui était une mise à jour d'une étude d'évaluation de l'impact des services vélos. Quand on parle de services vélos, on parle d'ateliers de réparation, on parle de vélos en libre service ou en location longue durée, d'aide à l'achat et de stationnement. Donc on parle de services proposés par les collectivités qui, du point de vue ADEME, sont absolument indispensables si on veut vraiment que la France fasse cette transition vers le vélo, et notamment pour accompagner des gens qui aujourd'hui ne font pas de vélo, voire ne considèrent même pas cette option. Donc on a fait à la fois une évaluation de l'offre de services vélo et puis on est allé voir un petit peu du côté de la demande, à la fois quelles étaient les caractéristiques des usagers et quel était l'impact de ces services sur leur mobilité. Ce qu'on voit sur donc, les cinq dernières années, 2015-2020, c'est que l'offre de services, elle a doublé à quadruplé selon le type de service. Les aides à l'achat de vélo, par exemple, ont quadruplé entre 2015 et 2020. Le nombre de dispositifs libre-service a doublé, le nombre de locations longue durée a doublé. Donc on est globalement sur une croissance très forte de cette offre de services des collectivités. Des services qui sont en train de se généraliser, qui gagnent tous les types de territoires, y compris les territoires les plus ruraux. Et c'est tout particulièrement vrai des ateliers de réparation. Vous avez le graphe juste à côté qui montre qu'on a vraiment des ateliers de réparation sur tout le territoire, avec vraiment des typologies de territoires très très variables. Le service qui est le moins répandu finalement, c'est les vélos en libre service, et c'est logique puisque ce sont vraiment des services qui sont très pertinents en centre urbain. Mais sinon, sur tout ce qui est location longue durée et aide à l'achat, on est en train vraiment de couvrir le territoire de ce type de dispositif, et c'est une très bonne nouvelle. Et une des grandes tendances aussi du côté de l'offre, c'est qu'on a des parcs qui sont en train de s'électrifier fortement. On n'avait pas du tout de vélo assistance électrique dans les services vélo en 2015, et aujourd'hui on a 35% du parc en VLS et 50% du parc en location longue durée qui sont électrifiés. Et puis quand même des pistes pour aller plus loin, parce que même si c'est en train de se déployer sur tout le territoire, il y a encore des marges de déploiement dans les territoires peu et moyennement denses. La plupart des grands centres urbains sont couverts, quasiment toutes les métropoles sont couvertes par des services, mais il y a encore des territoires peu et moyennement denses à couvrir. On va absolument avoir besoin de diversifier l'offre si on veut capter de nouveaux usagers. Je pense notamment au vélo pliant sur de l'intermodalité, au vélo cargo pour les familles et les pros, et puis au vélo adapté pour les PMR. On oublie trop souvent que le vélo, c'est un outil de mobilité très intéressant pour les PMR, très utilisé notamment aux Pays-Bas. Et puis, il faudra adapter les offres et les modalités d'accès à ces services. On va en parler. On a encore un ciblage très CSP+. Et pour pouvoir capter des ménages modestes, il faut également travailler sur les modalités d'accès à ces services.
Je ne sais pas trop où j'en suis en termes de temps, mais je continue, puis vous me ferez des grands signes. Toujours en termes d'enseignement de cette étude, du côté de la demande, alors on ne va pas se mentir, hein, sur le vélo, on reste sur un profil d'usager qui reste très masculin, très urbain et plutôt CSP+. Par contre, on s'aperçoit quand on regarde service par service qu'on a quand même des nuances importantes d'un service à l'autre, qui illustrent à quel point ça n'a pas de sens de mettre en place un seul service vélo sur un territoire, parce que selon le service, on va vraiment mobiliser différents types de profils, et donc il y a une vraie complémentarité dans ces services pour mettre tout le monde au vélo. Typiquement, on a un public de location longue durée de vélo qui est féminin, qui est plus féminin que masculin. Et donc, il y a certainement une réflexion à avoir pour arriver à embarquer notamment les femmes sur ces offres de vélo et notamment de vélo assistance électrique. Les aides à l'achat vont concerner un public un petit peu plus âgé, là où les vélos en libre service vont arriver à capter les jeunes. Et on a un petit peu de mal à capter les plus jeunes sur les offres de services vélo. Donc voilà, donc on a vraiment un intérêt à aller dans cette diversité si on veut capter le plus de monde. Et puis par contre, il y a des signaux assez intéressants aussi dans cette étude, c'est le fait que par rapport aux données 2015, on a globalement des usagers de ces services qui sont de plus en plus actifs. On avait une surreprésentation des seniors sur certains services, notamment l'aide à l'achat en 2015. Là, on est vraiment sur des profils qui sont de plus en plus désactifs avec des usages utilitaires. Et on a des profils de personnes qui sont de plus en plus dans la norme en matière de motorisation. Donc globalement, l'usager du service vélo en 2015, c'était plutôt des seniors sur des usages loisirs et plutôt des gens assez convaincus. Avec des niveaux de motorisation. Non, je dis une bêtise. Et des gens qui avaient des niveaux de motorisation très importants, donc un vélo qui venait en plus d'un niveau de motorisation très important. En 2020, on est sur un profil moyen en termes de motorisation et sur des usagers plutôt actifs. Reste beaucoup de nouveaux publics à capter. J'ai parlé des femmes, il y a également la question des familles. C'est vrai que l'arrivée des enfants est souvent un motif, soit pour arrêter de se déplacer à vélo, soit pour ne pas se déplacer à vélo, et c'est dommage. Surtout que c'est comme ça aussi qu'on apprend aux nouvelles générations à se déplacer à vélo. Les ménages modestes, et ça c'est un vrai point d'alerte. Il faut qu'on arrive à embarquer les ménages modestes dans cette révolution du vélo. Aujourd'hui, on est encore trop CSP+. Et il y a également une révolution culturelle à faire auprès des ménages modestes pour que le vélo soit plus vu comme un moyen de transport par défaut parce qu'on n'a pas les moyens de se déplacer autrement, mais par un mode de transport à part entière qui a ses intérêts. Les jeunes, je l'ai dit, aujourd'hui, on est plutôt sur des 35-55 ans, et puis les PMR. Voilà, je vais passer rapidement sur les slides suivantes, vous pourrez retrouver tous les chiffres, mais on voit dans cette étude, en fait, c'est que tous ces services vélos ont un impact en matière de mobilité. Tous ces services vélos provoquent une baisse de l'usage de la voiture, alors qui est plus ou moins marquée selon les services. Hein, c'est l'aide à l'achat qui a l'impact le plus significatif en termes de pourcentage de personnes qui baissent leur usage de la voiture. Et puis c'est l'allocation longue durée de vélo assistance électrique qui, en termes de kilométrage, pardon, l'aide à l'achat de VAE qui là encore provoque la plus grosse baisse d'utilisation de la voiture. On a également des données sur la démotorisation, et là encore, l'allocation longue durée de VAE, quand on compte à la fois les personnes qui renoncent à l'achat d'une voiture et celles qui se séparent d'une voiture, on est quand même sur 25% de personnes qui se démotorisent. Donc c'est quand même une donnée assez extraordinaire, hein, une location sur 4 de longue durée de vélo assistance électrique qui mène à une démotorisation. Et puis des évolutions de part modale, alors qui ne sont pas tout à fait celles qui étaient remontées par des personnes, par des organismes de l'écosystème, mais qui montrent quand même que ces services ont également un impact très fort en matière de report modal de la voiture et des transports en commun, il ne faut pas se mentir non plus, vers le vélo. On a en effet à la fois des usagers voitures et transports en commun qui se reportent sur le vélo avec des impacts plus ou moins forts. Une fois de plus, les impacts les plus significatifs étant observés pour la location longue durée de vélo à assistance électrique et les aides à l'achat de vélo. Voilà, j'en ai fini et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci Elodie. Effectivement, on le constate bien, nous, hein, dans les missions, que la location longue durée est un super outil. Sur la région Île-de-France, par exemple, Véligo a quand même pas mal révolutionné cette approche, en tout cas pour les employeurs. Il y a quand même une question, alors il y en a plusieurs, mais je vais t'en poser une déjà pour en clôturer une, parce qu'elle était vraiment destinée, Elodie, pour Elodie, donc 2 points. La pratique du vélo a-t-elle diminué dans certaines villes ou territoires? Merci. Alors, c'est pas les éléments que nous remontent les données de vélo et territoire.
Après, c'est une vision momentanée. Hein, on est sur vraiment la dernière année, et c'est la vision que nous montrent des capteurs qui ont été installés au bord d'aménagements cyclables. Donc voilà, nous c'est ces données-là qu'on peut valoriser aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que sur les périodes précédentes, entre les différentes enquêtes ménage déplacement, ce qu'on voyait, c'est que la pratique baissait drastiquement en milieu rural et en milieu périurbain. Dans les années 90, c'est à la campagne qu'on faisait le plus de vélos pour se déplacer. Aujourd'hui, on a une part très très faible de personnes qui se déplacent en vélo en milieu rural, et c'est plutôt dans le centre urbain que la pratique se développe. Donc sur ces dernières années, on n'a pas de données qui montreraient que la pratique continue à baisser dans ces territoires, avec les limites méthodologiques que je vous ai dites. Par contre, sur les 20 dernières années, la pratique a baissé drastiquement dans les territoires ruraux et périurbains. Est-ce que ça suit aussi tout simplement les migrations ou les déplacements des populations qui passent des zones rurales aux zones urbaines, avec la désertification associée? Je pense qu'il y a beaucoup d'explications, l'explosion du trafic notamment, hein, l'explosion du parc automobile, donc notamment, parce que finalement il n'y avait pas plus d'aménagement il y a 30 ans qu'aujourd'hui, mais le trafic n'était clairement pas le même. L'explosion des distances aussi, il ne faut pas oublier qu'on se déplace toujours plus loin, et que donc on a besoin d'y aller toujours plus vite. C'est peut-être dans le sens que ça s'est construit, mais en tout cas c'est le cas. Donc je pense qu'il y a globalement une évolution des modes de vie et du contexte qui fait que. Ok, merci. Et on les traitera à la fin, les réponses, mais je vais quand même, comme il y en a plein, en faire une rapide aussi pour introduire peut-être la suite. Captage de nouveaux usagers ne nécessite pas, au-delà des problèmes de voirie, d'achat à l'aide et à la réparation, de sensibiliser, former les gens qui ont peur pour la sécurité, ne savent pas comment s'y prendre, ont la culture de la bagnole. Point d'interrogation. Excuse-moi. Je vous remercie pour cette question parce que j'ai pas fait d'intro à pourquoi l'étude service vélo, et je vous rejoins à 200%. Et de mon point de vue, c'est pour ça que ces services sont indispensables. Parce que certes, quand on fait des aménagements cyclables, les cyclistes viennent, mais pas ceux justement qui ont peur ou qui savent pas se déplacer à vélo en milieu urbain, ou qui connaissent pas les itinéraires, ou qui savent pas comment stationner leur vélo, ou qui savent pas comment le réparer. Et pour moi, c'est là l'intérêt des services en fait, c'est que c'est l'occasion de mettre le pied sur la pédale à toute une partie de la population qui ne saurait pas comment faire autrement. Pour tester un vélo, pour le tester en libre service si elle n'a pas moyen de stationner parce qu'elle est en milieu urbain, pour le tester en location longue durée avec de l'entretien, et puis avec la possibilité de louer avant d'acheter. Donc voilà, pour nous, tous les services, en fait, ils ont vraiment cette vocation à accompagner ce passage à l'acte et à le pérenniser en accompagnant les personnes qui souhaiteraient se mettre au vélo, mais qui ne sont pas en capacité juste d'acheter un vélo et de se mettre à faire du vélo. Ok. Bon, comme ça, on en a fait 2 des questions. Il en reste après pour la fin. Je te laisse la main, Louis. Alors, je sais que vous avez beaucoup d'actualités à l'affût sur le sujet du vélo, donc il faut faire ça dans un temps contraint. Ok, on va essayer de tenir l'objectif. Voilà, donc moi je voulais faire 3 focus pour montrer comment se manifester ces 2 années assez exceptionnelles pour le vélo. Donc tout d'abord un premier focus sur la hausse de la fréquentation, mais je pense que j'irai plus vite parce que Elodie, on a déjà dit pas mal, et puis je reprends finalement les mêmes données. Je voulais vous montrer aussi comment ça se manifeste au sein du réseau FUB, au sein aussi de tout simplement de notre équipe FUB. Et enfin, je vous dévoilerai un peu en amont des résultats qui auront lieu le 10 février prochain à Tours, genre quelques données qui sont publiques du baromètre des villes cyclables et qui montrent aussi en quoi, comment, qui illustrent ces 2 années assez exceptionnelles. Donc voilà, vous reconnaissez un peu là les chiffres, ils ont déjà été présentés avant, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais juste voilà pour rappeler ici que ce qui est assez particulier dans cette hausse, c'est que donc il y avait une hausse très importante en 2020 qui est confirmée par l'année 2021, et on voit en effet une pratique qui se développe donc avant tout dans les territoires urbains, mais ce qui est intéressant, et c'est aussi une pratique qui se développe dans les territoires périurbains et ruraux, à la fois donc pour la pratique utilitaire, notamment en semaine, et de loisirs le week-end. Donc je reprends là encore à peu près les mêmes données, mais j'aimerais rajouter un élément. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un phénomène de rattrapage, on va dire dans les zones urbaines où la part modale était plus faible.
Donc l'exemple a déjà été cité, mais il est particulièrement éloquent. Mais pour notamment la collectivité de Dunkerque Grand Littoral, la part modale était d'à peine 3%. Et c'est là qu'on voit, sur ce territoire, qu'on voit une pratique qui a particulièrement évolué. Elle a presque doublé entre 2019 et 2020, tandis qu'au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, alors qu'on la considère comme la capitale du vélo en France, la part modale a beaucoup, la pratique du vélo a beaucoup moins augmenté, une petite augmentation de 8%, mais la part modale était déjà assez forte. Donc on peut l'analyser aussi comme une forme de phénomène de rattrapage des communes où la part modale du vélo était la plus faible. Donc ce moment conjoncturel très positif pour le vélo, il est pas complètement nouveau. Il s'inscrit aussi dans une hausse de la pratique qui est constante depuis 2016. Donc qui s'explique aussi, hein, ça a été rappelé en introduction, par le contexte extrêmement favorable avec notamment les assises de mobilité en 2017, puis la LOM, le plan vélo national. Donc on a constaté une hausse de la pratique de près de 15% entre 2016 et 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les crises, donc la grève qui a eu lieu entre de janvier 2019 et décembre 2019, janvier 2020, et la crise sanitaire qui a suivi ont été vraiment accélérateurs de la pratique. Donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dire à l'affût, mais voilà, que le vélo est particulièrement résilient dans ces périodes de crise. Donc c'est vraiment une solution dans les périodes où les trajets, le moyen de transport qu'on utilise habituellement est perturbé. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, donc je vais pas développer plus que ça parce que ça reprend énormément d'éléments qui ont déjà été dits, mais nous, ce qu'on retient en tout cas à la FUB, c'est que le vélo, ça devient aujourd'hui un objet de politique publique. On est très très content qu'enfin le vélo puisse être considéré comme une solution sérieuse, une solution alternative, et comme le montre notamment le plan vélo à l'échelle nationale, mais aussi la déclinaison de ce plan vélo national à des échelles plus locales. En 2021, on a eu pas mal d'annonces, notamment de réactualisation de plans vélo, notamment pour Lyon, pour Strasbourg. Mais il y en a aussi des annonces pour des collectivités locales beaucoup plus petites, notamment Lannion ou la collectivité Cœur-Essonne. Donc ça, c'est extrêmement positif, notamment pour pérenniser cette hausse dans les territoires périurbains et ruraux. Donc deuxième manifestation de ces 2 années exceptionnelles. Donc je vais vous parler de ce qui se passe dans notre réseau, donc de la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc quelques mots peut-être sur la Fédération des usagers de la bicyclette. On est donc une fédération d'à peu près 450 associations membres. Notre objectif, hein, c'est de développer l'usage du vélo au quotidien sur tous les territoires français, donc à la fois urbains et urbains ruraux, mais aussi outre-mer, et pour tous les âges, hein, du plus jeune âge aussi aux âges les plus avancés. Comment on s'y prend? Historiquement, on fait du plaidoyer donc à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale via ces associations membres réparties sur tous les territoires français. Et depuis 3-4 années, on est aussi un partenaire privilégié des pouvoirs publics pour mettre en place tout un tas d'actions vélo via les mécanismes des certificats d'économie d'énergie. Donc on en porte aujourd'hui 5. Ils ont été cités là juste avant par Elodie, mais on porte Génération Vélo, l'Académie des métiers de la mobilité active, qui vise à créer une véritable expertise sur le vélo. On a porté Alvéole, le programme Alvéole, qui a pris fin sur le financement de stationnement de vélos pour les collectivités publiques, mais qui sera prochainement remplacé par un nouveau programme Alvéole Plus, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. On a le programme Objectif Employeur Pro Vélo, qui vise à développer des services vélo pour les employeurs afin d'obtenir un label employeur Pro Vélo, auquel, label, hein, dont le cahier des charges, la création du cahier des charges
a été réalisé notamment en partenariat avec Ecodev et l'ADEME. Et enfin, on a aussi on porte un programme Colis Actif qui vise à développer la cyclo-logistique dans les territoires. Donc, ce qui est intéressant depuis 2 ans aussi, c'est que tous ces nouveaux programmes, ça a eu un impact sur les ressources humaines à la FUB. On est passé d'une équipe de 8 salariés il y a 2 ans à presque 34 aujourd'hui, et on prévoit d'être bien plus, genre une cinquantaine d'ici la fin de l'année 2022. Cette hausse, elle est aussi, genre cette hausse de la pratique du vélo, elle s'illustre aussi dans la dynamique d'adhésion des associations à la FUB. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur une croissance complètement folle, presque exponentielle. On a en fait tout simplement doublé le nombre d'associations membres de la FUB en 2 ans. Il y avait à peu près 230 associations au 1er janvier 2020. On est aujourd'hui 463. Donc c'est autant ce qui est intéressant, c'est que c'est autant de relais locaux pour appuyer genre pour faire du vélo une solution pour les déplacements utilitaires et loisirs à l'échelle des territoires locaux. Mais la FUB, c'est aussi donc 180 vélos-écoles. Là aussi, on a légèrement augmenté le nombre de vélos-écoles. Donc une vélo-école, c'est des moniteurs, des formateurs qui vont apprendre, alors non pas aux enfants, mais plutôt aux adultes à faire du vélo ou tout simplement à se remettre en selle. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant pour la pratique, pour développer la pratique du vélo. Voilà. Je vais faire un dernier focus donc sur le baromètre des villes cyclables dans son édition 2021-2022. Donc le baromètre, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête d'inspiration allemande qui a été créée en 2017. C'est aussi un outil de science citoyenne parce que ça permet de faire remonter notamment des besoins de stationnement. Je sais pas si peut-être certains d'entre vous y ont répondu, mais on pouvait sur une carte interactive cliquer aux endroits où on pensait qu'il pouvait être utile d'avoir du stationnement vélo. Ça permet aussi de faire remonter des points noirs ou des points en fait où la pratique du vélo est particulièrement dangereuse, où l'aménagement de la chaussée n'est pas toujours évident. Et la dernière édition, donc la 3e édition 2021, permet aussi de faire remonter les points d'amélioration donc par rapport aux éditions précédentes. Donc pour dire voilà, pour entre guillemets valoriser les travaux qui ont pu être faits sur la chaussée. Et puis c'est aussi un outil du coup donc qui est complètement, genre les données sont complètement publiques, donc ça peut être un outil pour après les collectivités locales pour aménager leur territoire. Donc ce que vous pouvez voir sur la frise en bas, c'est que on a une hausse des réponses particulièrement importante entre chaque édition. On est passé de 113 000 réponses en 2017 à 277 000 réponses en 2021. Ça s'explique aussi par à chaque fois le contexte particulier dans lequel ces éditions sont inscrites. Donc notamment la hausse de 2019 s'explique par l'annonce du plan vélo. Et puis on a beaucoup parlé du vélo dans la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019. Et en effet, les propos de la ministre de Madame Elisabeth Borne qui a dit qu'il fallait prendre le vélo au sérieux, ont contribué justement à la mobilisation citoyenne. Et on a eu ce qui a permis de faire fonctionner ce baromètre, c'est aussi la mobilisation du réseau des associations FUB juste avant des échéances électorales. Donc pour l'édition 2019, on a essayé de mobiliser en disant que ce serait que cette enquête permettrait de décliner le plan vélo national à l'échelle locale, et ça a particulièrement bien marché. Et la mobilisation a été forte également en 2021 pour tenter de faire du vélo un sujet de débat pour les élections présidentielles, même si pour le moment on entend très peu parler du vélo. Donc l'édition du 2021 du baromètre des villes cyclables, on peut vraiment dire que c'est une édition record pour plusieurs
pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord parce que là, on a reçu plus de 50, on a une augmentation de près de plus de 50% des réponses par rapport à la précédente édition. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de genre 2 fois plus de communes qui sont qualifiées. Alors, comment on qualifie une commune? En fait, c'est toutes les communes qui ont reçu plus de 50 réponses au baromètre. 50 réponses, c'est le seuil qu'on considère qui permet d'anonymiser les données personnelles des Français et Françaises qui répondent à cette enquête. Mais ça montre vraiment que, en tout cas, la participation s'est vraiment renforcée dans certaines communes. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on a également près entre 8 et 9 000 communes qui ont au moins une réponse à ce baromètre. Et ces 8 à 9 000 communes représentent près de 80% de la population française. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le baromètre des villes cyclables a touché à peu près tous les territoires en France, donc territoires urbains, périurbains et ruraux. Donc ça confirme vraiment cette hausse de la pratique du vélo dans tous les territoires. Et enfin, ce baromètre a aussi permis de faire remonter plus de 2 fois plus de points noirs. Donc on espère que les collectivités locales pourront s'emparer des cartes qui seront mises à leur disposition pour essayer d'aménager mieux l'espace public pour la pratique du vélo. Là, c'est une petite illustration de ce que je disais précédemment, mais vous voyez sur ces 3 cartes, donc 3 départements français où on voit en rouge les communes où on a reçu au moins une réponse et en vert les communes qui sont qualifiées, et on peut voir donc dans tous les territoires que le baromètre des villes cyclables pénètre entre guillemets tous les territoires, même plutôt ruraux, qui sont pas forcément à côté dans des territoires périurbains, une ville centre. Donc c'est particulièrement le cas notamment dans le département du Doubs. On voit dans le département du Finistère qu'il y a eu presque le nombre de communes qualifiées a presque été multiplié par 4. Donc c'est juste énorme. Et on voit aussi là, le dernier exemple, le département de la Seine-Saint-Denis. Ça répond un peu à l'enjeu dont a déjà parlé Elodie, du fait de toucher les publics peut-être plus modestes, les publics aussi plus jeunes. Donc le territoire de la Seine-Saint-Denis représente un peu ces 2 caractéristiques, avec une population très jeune et peut-être un peu plus modeste. Et on voit aussi que là, la participation au baromètre a énormément augmenté, avec 2 fois plus de communes qualifiées, et toutes les communes, dans toutes les communes, on a au moins une personne qui a répondu au baromètre, alors que c'était pas du tout le cas à la précédente édition. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc le baromètre des villes cyclables, c'est aussi connu parce qu'on compare la cyclabilité des villes les unes entre les autres. Donc ça, pour le coup, les données ne sont pas encore publiques, mais on les publiera, elles sont rendues publiques au cours du congrès de la FUB à Tours le 10 février 2022 prochain. Donc si vous souhaitez y participer, les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs, et sinon, vous pourrez, je pense qu'il y aura pas mal de relais presse sur ces infos-là, donc vous pourrez découvrir les résultats du baromètre Merci. dans 2 jours. Voilà. Merci Louis. Du coup, ça fait une bonne transition quand on parle de points noirs, avec 2 questions. Je les pose rapidement et on peut les traiter aussi rapidement avant de laisser la main à Marius, sur les sujets de l'accidentologie, qui est un sujet récurrent et important à traiter d'ailleurs dans nos enjeux vélo. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation d'ailleurs entre l'usage qui augmente et l'accidentologie qui augmente? Première question. Et point associé, quelles actions pour tenter de le réduire si ça augmente bien? Je ne sais pas si Louis ou Elodie, vous avez envie de répondre en 10 secondes à cette question. Sur la corrélation, on ne peut pas le nier. En effet, l'accidentologie augmente, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que la pratique du vélo augmente quand même plus vite que l'accidentologie, et ça, c'est aussi montré dans tous les pays où la pratique du vélo est beaucoup plus développée. Il y a un effet de protection par le nombre. Plus on a de cyclistes dans la rue, plus finalement moins on a de chance d'avoir un accident. Et quels moyens mettre en œuvre? Nous, la FUB,
le moyen privilégié, c'est tout ce qui est sensibilisation, formation des plus jeunes. On le développe aussi notamment via le programme du savoir rouler à vélo qui va enfin avoir des financements via le déploiement du programme Génération Vélo. Et puis sinon, pour les entreprises, on a créé un référentiel du label Employeur Pro Vélo où on encourage les employeurs à protéger leurs collaborateurs via la distribution de kits de sécurité, aussi de la formation pour adultes, etc. Mais si je devais retenir peut-être deux solutions, oui, c'est formation, sensibilisation et peut-être sécurisation par certains les éléments de protection, quoi. Bien compris. Voilà. Ok, merci. C'est une bonne transition pour laisser la main à Marius, je pense. Pardon, Timothée, j'avais juste un petit Elodie. ajout. Pardon, vas-y. J'allais juste faire un micro-ajout, mais c'est un point de vue personnel. Moi, je pense que il faudrait qu'il y ait dans tous les permis aujourd'hui 1 heure à vélo, que ce soit sur un permis voiture, ou un permis poids lourd, ou un permis bus. Je sais que ça commence à se faire dans certains pays. Je crois que c'est au Mexique où les chauffeurs de bus passent 2 heures sur un vélo à se faire doubler par des bus pour comprendre l'aspiration, pour comprendre les problèmes de rabattement, ce genre de choses. Et donc, je pense que c'est très bien de former les cyclistes, et on en a besoin. Aujourd'hui, on sait très peu faire du vélo en milieu urbain, c'est très bien de développer des aménagements, mais il ne faut pas non plus se mentir, on ne pourra pas couvrir la France entière d'aménagements. On a le réseau viaire le plus important au monde à rapporter à la population, donc on ne pourra pas, c'est pas faisable et c'est pas souhaitable d'un point de vue environnemental non plus. Et donc, le niveau suivant, pour moi, c'est vraiment de sensibiliser l'origine du risque, qui est clairement le transport motorisé, et ça passe par une formation de ces personnes-là aussi. Ok, bien, effectivement, bien complété. Moi, j'ai tendance quand même à dire aussi, pour rigoler, que on se tue rarement en vélo tout seul face à un platane. Donc, effectivement, c'est surtout la cohabitation qu'il faut faire évoluer. Et c'est souvent plutôt la voiture qui est dangereuse que le vélo. Mais donc, voilà, c'est clair pour le comportement. Du coup, Marius, je te laisse enchaîner. Ouais, donc merci Elodie et Louis de me laisser, j'ai 20 secondes, c'est ça, pour faire le reste T'as 15 secondes 30, mais on est sympa, on pourra prolonger un peu. Voilà. Ok, ça marche. Donc du coup, merci à Elodie et Louis, donc au travers de vos données précises, de montrer les véritables changements dans la pratique du vélo depuis 2 ans. Donc pour ma part, côté FFC, on n'a pas, déjà, il y aurait trop de redites à reprendre ce que vous avez dit, mais nous, on mesure pas tant l'impact des nouvelles pratiques avec des données quantitatives comme vous avez, quand bien même le nombre de licenciés en 2022 est plutôt en hausse par rapport à la période pré-Covid, mais on voit plutôt les répercussions de cette nouvelle pratique dans les milieux urbains et la part plus importante du vélo dans la société civile, on le remarque par une répercussion sur la pratique des clubs et des éducateurs de notre réseau de 2500 clubs et d'un peu moins de 1000 éducateurs professionnels. Donc, je commence en disant qu'aujourd'hui, il y a 3 facteurs importants qui amènent finalement les éducateurs et les clubs à se positionner sur les sujets de société liés au vélo et qui répondent à certaines de vos questions en commentaire, notamment à propos de l'accompagnement des utilisateurs dans les formations de sécurité à tous âges. D'abord, on remarque qu'il y a de plus en plus de sollicitations des collectivités et des entreprises auprès de nos clubs et de nos éducateurs, que ce soit au niveau local, les clubs directement, les collectivités dans lesquelles ils sont présents, ou bien les entreprises. Depuis quelques années, et il y a eu une très forte accélération pendant le Covid, ils sont sollicités pour intervenir sur des sujets de sécurité, de prise en main du vélo, etc. Donc ça se traduit soit par des interventions dans les écoles, soit dans les entreprises, ou bien lors de journées de mobilité dans les collectivités. Mais même pour la fédération, donc j'y reviendrai après sur la fédération qui a quand même on va dire un siège fédéral. Aujourd'hui, on a une approche différente de nos partenaires qui avant souhaitaient devenir partenaires de la fédération pour entre guillemets acheter l'image de ces champions et avoir de la visibilité sur les maillots. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les partenaires souhaitent élargir en fait le périmètre du partenariat et aller plus loin que la simple visibilité, mais inclure dans le contrat des formations remises en selle dans leur lieu d'entreprise,
ou faire intervenir des coachs lors de séminaires, par exemple. Donc nous, on remarque qu'il y a vraiment de nouvelles sollicitations et qui traduisent en fait par capillarité l'utilisation grandissante du vélo. Le deuxième facteur, évidemment, et je ne vais pas y revenir en détail parce que ça a été, enfin, il y a des spécialistes bien meilleurs que moi là-dessus autour de la table. Ce sont évidemment les politiques publiques qui poussent pour l'utilisation du vélo en entreprise, l'utilisation du vélo à l'école avec les programmes Savoir rouler à vélo, qui résulte du plan vélo 2018 du gouvernement et qui a pour objectif que d'ici 2022-2023, 100% d'une classe d'âge d'élèves en CM2 passe son permis vélo, c'est comme ça que je vais le surnommer, mais qui est le savoir rouler à vélo, et qui est un cycle de 6 à 8 semaines avec 1 heure et demie de formation pour apprendre à piloter, à pédaler et à circuler dans des zones urbaines. Et enfin, le vélo santé, parce qu'il y a de plus en plus de sujets d'accompagnement, soit des personnes, en prévention de la perte d'autonomie, également en prévention des maladies chroniques et aussi l'intervention dans les maisons de santé pour les personnes âgées. Enfin, le troisième facteur qui amène encore une fois nos éducateurs et nos clubs à changer un petit peu leur offre, c'est évidemment l'action de la FFC. Donc c'est ce que nous faisons, l'agence ISERN et Associés, aux côtés du président de la fédération, Michel Callot, depuis plusieurs années. Avant la crise du Covid qui a effectivement accéléré le phénomène, le constat qui avait été fait, c'est que la fédération dispose en son sein de centaines d'éducateurs professionnels donc qui sont une vraie richesse pour partager le savoir autour du vélo. Et qui de mieux qu'un entraîneur cycliste pour apprendre à faire du vélo, apprendre à l'entretenir et apprendre à le protéger. Et donc, à partir de ce constat-là, ont été mis en place une série de formations pour nos éducateurs professionnels, de remise en selle avec un module de formation qui s'appelle le coach mobilité vélo, pour le savoir rouler également, et également pour le vélo santé avec les formations pour devenir coach, attendez, je l'ai sous les yeux, le coach vélo santé, je l'ai plus en tête, et qui permettent en fait d'intervenir et d'être référencés, nous, dans nos listes, d'intervenir sur ces sujets-là auprès du réseau d'entreprises ou de collectivités à proximité de l'éducateur. Et ce changement finalement d'attitude des clubs, il est assez récent et il n'est pas si simple que ça. Et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, la Fédération française de cyclisme était uniquement liée à ses champions. Et c'est aussi parce qu'il y a une histoire française et fédérale qui était à la base éloignée des sujets mobilité vélo, mais qui, pour plusieurs raisons, est en train de changer, que je viens de citer. Mais historiquement, la fédération est portée sur le haut niveau parce qu'elle est délégataire du ministère des Sports pour accompagner dès le plus jeune âge les cyclistes pour accéder au haut niveau. C'est une mission qu'elle fait plutôt bien. Aujourd'hui, la France est depuis plusieurs années sur le podium des plus grandes nations cyclistes au monde. Alors même si 3 semaines par an, les projecteurs sont sur le Tour de France et beaucoup s'amusent à dire qu'il n'y a pas de Français qui a gagné depuis 30 ans, la France est sportivement une grande nation du vélo et en fait, ces clubs et ces éducateurs jusqu'ici étaient formés pour l'entraînement du plus jeune âge au travers l'apprentissage du vélo. Aujourd'hui, 70% des licenciés FFC viennent pour apprendre à faire du vélo ou faire de la compétition et s'ils performent vraiment, aller vers le haut niveau. Mais les clubs sont vraiment tournés là-dessus. 70% des 110 000 licenciés ont moins de 30 ans et la fédération remplit ce rôle d'apprentissage et d'accompagnement vers la compétition. Un autre point qui fait que le changement, même si les sollicitations existent, le changement n'est pas simple, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que la culture vélo est peu développée en France, malgré le Tour de France, comme je le disais. Et pire que ça, il y a eu et il y a de moins en moins un gros fossé sur l'image du vélo et la considération du vélo entre les milieux urbains et les milieux ruraux où là, la pratique était beaucoup plus développée, mais uniquement dans un aspect sportif, voire compétitif. Et en fait, le fait que de plus en plus de personnes se mettent au vélo urbain pour commuter, en fait, a rapproché finalement les pratiquants de la société civile
des clubs au travers de toutes les interventions que peuvent proposer les clubs à ce public-là. Donc, si je devais un petit peu résumer mes propos jusqu'ici, c'est que on constate vraiment une réelle appétence des entreprises et des collectivités qui répondent en fait aux enjeux que vous avez cités de sécurité, d'apprentissage et finalement d'amélioration de la culture vélo, qui viennent chercher des éducateurs professionnels parce que ce sont des gens dont c'est le métier et qui les entreprises, en tout cas nous sollicitent parce qu'elles considèrent qu'elles ont besoin de formation normée, hétérogène sur tout le territoire et dont elles sont sûres de la qualité, quel que soit le lieu de leur entreprise, et notamment quand elles sont multisites. Donc ça peut passer soit directement par la FFC et par nos soins, soit directement par les clubs. Et on a aussi développé des partenariats avec des prescripteurs. Je pense à la société Asphalt qui vend des vélos de fonction et qui propose à la vente également une formation remise en selle lors de la remise du vélo avec l'un de nos éducateurs professionnels. Et aujourd'hui, on a également une convention avec la société Transdev qui, lorsqu'elle répond à des appels d'offres, de plus en plus souvent sont mentionnées des demandes de formation, en tout cas de possibilités de formation qui sont inscrites dans le cahier des charges. Et la fédération répond volontiers avec ce genre d'acteurs à des propositions pour accompagner ces sujets-là. Et finalement, pour moi, tout le paradoxe de la crise Covid, c'est que oui, ça a accéléré la pratique. Oui, on l'a vu au travers des slides de Louis et d'Élodie, il y a de plus en plus de cyclistes, mais paradoxalement, on sent un frémissement, mais du côté de l'activité remise en selle, de l'activité de prévention, etc., ça reste finalement assez stagnant, notamment pour les entreprises et les collectivités, parce que le Covid empêche finalement la réunion. Et donc, pour moi, c'est le gros paradoxe de cette crise, c'est que oui, il y a un frémissement, oui, les clubs et les éducateurs et la fédération en général s'est armé finalement pour répondre à ces besoins. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de vous présenter des volumes qui seraient significatifs parce que le télétravail et le contexte en général font que il y a très peu de prestations qui se concrétisent. Mais on peut imaginer une sortie de crise imminente, enfin en tout cas on l'espère, et la fédération sera prête à accompagner, je l'imagine, ce mouvement vers plus d'accompagnement de la pratique de la société civile. Merci Marius. Voilà mes propos. Ouais, merci Marius. Effectivement, je partage ce côté frémissement et beaucoup d'échanges, mais un peu de limite au sein des employeurs dans le déploiement opérationnel. Et c'est bien pour ça qu'on œuvre avec toutes ces prises de parole et ces démarches. Il y avait une question sur le sujet des packs de communication. J'ai vu qu'Élodie avait répondu, mais globalement, sur les packs de communication autour du vélo, vous en trouvez effectivement sur les librairies de l'ADEME. Je pense que sur les sites de la FUB, de la FFC et d'ailleurs sur des démarches aussi comme on peut les porter chez Ecodev, vous avez beaucoup d'outils de sensibilisation communication. Donc n'hésitez pas à nous sensibiliser, mais oui, on a plein de choses open source. Avant de passer réellement aux questions-réponses, je voulais faire une petite introduction quand même sur une notion qui va être intéressante on va dire, à déployer sur l'année 2022. Pourquoi ? Parce que nous, on sent que les employeurs commencent à avoir cette maturité de réfléchir à des horizons un peu plus lointaines que la fin de la semaine. Donc, on commence à avoir des approches 2025, 2030, 2040, 2050. Qu'est-ce que, finalement, les enjeux stratégie nationale bas carbone ou les enjeux accord de Paris nous amènent à devoir essayer de concrétiser et comment on doit fixer des objectifs et les déployer. Donc, j'ai voulu mettre ce graphique pour montrer à quel point l'évolution de la décarbonation à horizon 2050 dans le monde des transports était extrêmement violente en termes de réduction, on va dire année par année, et commence depuis normalement quelques années déjà. Si vous voyez les courbes, donc depuis les années 2010-2020, on stabilise et on diminue. Donc ça, c'est les objectifs en vert à atteindre. Donc c'est 28% de CO2 en moins dans le transport sur 2030, sachant que c'est 55% sur les émissions globales, donc avec le logement, l'agriculture, etc. Donc le transport est un point qui réduit un peu moins que la moyenne, mais avec un objectif de zéro émission en 2050. Sachant qu'aujourd'hui, à l'exception des transports aériens, sachant qu'aujourd'hui, la mobilité est dépendante à plus de 90% du monde des énergies fossiles et du pétrole. Donc, on voit que la part du vélo là-dedans, et c'est les questions qu'on pose en ce moment, c'est quelle est la part du vélo, par exemple à horizon 2030,
pour atteindre ce type d'objectif. Alors, la corrélation est très compliquée à faire et j'ai juste sorti un chiffre qui est le chiffre du plan national, des plans nationaux, ou en tout cas du plan national autour du vélo, qui fixe un objectif de 12% en 2030, mais je crois qu'Élodie apparaît et comme elle est, on va dire, sachante sur le sujet, tu pourras compléter. Mais moi, je pose une question et je pense que c'est le bon moment pour commencer à dire qu'il y a des outils, des accompagnements et des démarches qui structurent cette approche. C'est quand vous êtes une entreprise ou un territoire, quelle est la part du vélo qui doit être fixée à horizon 2025, 2030, 2040, 2050 pour tout simplement atteindre nos objectifs de l'accord de Paris, par exemple, ou notre objectif de trajectoire de degrés. La réponse n'est pas simple. Hein. Je ne sais pas si Élodie, tu veux compléter. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là, mais peut-être pour compléter. Donc, juste le 9% de part modale vélo pour la France, hein, c'est une augmentation drastique. On a l'impression que ça va se faire facilement, et non, ça demande vraiment un effort très important. Ça nous ramènerait au niveau de la Belgique, donc c'est pas non plus complètement inatteignable. Le 12% en 2030, c'est encore un objectif très ambitieux qui nous ramènerait au niveau de l'Allemagne, donc c'est pas non plus complètement inatteignable. Les grandes nations automobiles qui en sont déjà là. Et juste pour te répondre par rapport à la SNBC, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas compter massivement sur le vélo, et de façon générale, on ne pourra pas atteindre nos objectifs si on ne mise pas beaucoup sur la sobriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de progrès sur l'efficacité, notamment des modes routiers, sauf que comme la demande, le nombre de kilomètres qui est parcouru continue à exploser, au mieux on stabilise, quoi. Donc, il y a vraiment besoin de travailler sur la réduction des distances et la réduction de la demande en transport. Ça rendra d'autant plus de déplacements faisables en vélo, parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'on peut tout faire en vélo, c'est pas vrai. Et puis, ça nous permettra de vraiment pouvoir espérer atteindre ces objectifs. Tu as raison. C'est sûr qu'on a toujours compensé cette augmentation de la performance et des rendements par un usage plus intense et toujours plus important. Il suffit de regarder la thèse d'Aurélien Bigot qu'on a fait intervenir il y a quelques temps, qui est une des seules thèses, on va dire, assez structurées sur le sujet pour pouvoir avoir des données assez intéressantes. Et donc, on a pris, par exemple, des exemples sur une entreprise de 200 collaborateurs. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça, c'est de manière très linéaire et très simple, sachant que la réalité dépend du territoire et d'un certain nombre de parts modales existantes. Donc ça, c'est complètement une vue de l'esprit. Mais juste pour vous dire qu'on commence de manière générale, et quand je dis on, c'est la profession, et un certain nombre de structures qui travaillent sur les enjeux de mobilité ou de carbone commencent à avoir un certain nombre d'outils pour objectiver ces objectifs à atteindre localement et ou par entité. Et donc, ça devient des enjeux, je trouve, adressés qui sont quand même plus intéressants plutôt que d'être dans cette dynamique historique et de dire j'ai fait plein de choses et c'est bien, j'ai X% de gens qui viennent en vélo sans savoir justement si c'est des bons ou des mauvais chiffres. Donc voilà, c'était juste le message que je voulais faire passer sur cette fin. Il y avait un petit slide sur le suivi employeur pro vélo, mais comme on arrive vraiment à la fin et que Louis t'en a déjà parlé, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit point, mais je vais passer aux questions quand même. Non, juste pour pas prendre trop de temps, on organise quasiment toutes les 2 semaines des webinaires d'information sur ce programme Objectif Employeur Pro Vélo. Donc je peux mettre le lien dans l'agenda, genre le lien vers l'agenda dans le chat, et voilà, vous pourrez avoir du coup une information beaucoup plus complète sur ce programme. Très bien. Je vais vous faire quelques questions-réponses. On les fait rapides en réponse. Un peu comme dans les formats, Timothée, tu me laisseras juste peut-être dire un mot sur l'appel à projet à Vélo 2 ? Vas-y, fais-toi plaisir maintenant. En 2 secondes, c'est la slide suivante. Très rapidement, juste s'il y a des collectivités dans les participants ou même au niveau des entreprises, n'hésitez pas, on est plusieurs à appuyer sur le bouton, on n'y arrive plus, n'hésitez pas à solliciter vos collectivités puisque l'ADEME relance un relevé, ce sera peut-être le dernier, on n'en sait rien, pour recruter 140 nouveaux territoires. On n'est que sur des territoires peu et moyennement denses, on n'est pas sur du centre urbain, pour les accompagner dans la définition de leur politique vélo, dans la mise en place de services et dans la mise en place de campagnes de communication. Donc voilà, l'appel à projet est ouvert pour un peu plus de 2 mois. N'hésitez pas à solliciter vos collectivités pour que, si elles ne l'ont pas encore fait, elles démarrent leur stratégie vélo. Merci. Très bien, merci pour ce complément. Donc, je pose la question, je vous laisse répondre quand vous voulez, qui vous voulez en tout cas la voler. À mon sens, le plus gros frein à la pratique du vélo en centre-ville est le manque d'infrastructures, notamment des pistes cyclables. Avez-vous des infos quant au développement des pistes cyclables à Marseille ? Ne vous battez pas.
Non. Ouais, désolé, on n'a pas d'infos. On aura une actualisation du ressenti cycliste via l'actualisation de l'enquête sur le baromètre des villes cyclables, mais c'est que du ressenti. Et puis, je sais pas, du coup, vous êtes certainement Marseillais, mais on a aussi une association, genre 2 associations à l'échelle locale qui promeuvent, qui défendent le vélo auprès des collectivités. Mais on peut espérer qu'avec le basculement à gauche de la mairie, que ce sujet soit pris plus sérieusement, avec plus de sérieux, pardon, et que ça puisse s'améliorer. Merci. J'ai Ouais. pas d'éléments côté ADEME, on n'a pas connaissance d'évolution. Enfin, il n'y a rien qui a été annoncé, en tout cas, on n'a pas connaissance d'annonce ou d'évolution. Après, on peut espérer que ça vienne. Mais c'est vrai que le quart sud-ouest est globalement très en retard sur tous ces sujets. C'est vrai que je crois que Marseille a eu le record le record un peu triste d'avoir supprimé ces pistes et ces aménagements en déconfinement le plus rapidement possible de France, je crois. En tout cas, une grande partie, mais bon. Autre question. Donc, sur l'accidentologie, on a déjà un peu traité. Il y a le sujet aussi des dom-tom qui avait été relevé sur les analyses sociaux et les profils, on va dire, des dom-tom. Et j'ai vu que Louis, donc je me suis permis de dire que tu avais des données à jour là, via les nouvelles études. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, la question, c'est on dispose très peu de données d'analyse sur les dom-tom et sur une analyse socio et stats spécifique, point d'interrogation. Ouais, non, encore une fois, là, j'ai la réponse un peu similaire avec Marseille, mais on aura des données issues du baromètre. Après, sur les données, genre, il n'y a pas de données sociaux dans le baromètre des villes cyclables, donc j'ai pas de données sur ces territoires-là. On a fait quelques petites études non représentatives, forcément des dom-tom, mais qui intègrent les dom-tom dans les réponses sur la partie mobilité et QVT et mobilité, enfin vélo et salariés. Il y a quelques données, mais bon, ça c'est pauvre. L'action régalienne, alors attention, c'est la grosse question du jour. L'action régalienne pour souhaiter le développement du vélo fait défaut sur 2 aspects. 1, la protection des cyclistes par les forces de l'ordre. 2, l'absence de contrôle de l'application de la loi LOR, donc c'est la loi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, par les préfets et de l'application du code de la construction. Comment progresser? Vous avez 3 heures. Alors, sur l'application par les forces de l'ordre, alors le problème, c'est que c'est 2 questions qui relèvent de l'échelon local. Pour beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à animer au niveau national. Sur la question de l'application de la loi LOR, c'est d'autant plus compliqué et la FUB avait pas mal travaillé sur le sujet qu'il y a moyen d'intervenir quand un aménagement prévu ne respecte pas la loi LOR, mais il faut le faire dans les 2 mois après la publication j'ai plus le terme exact, la publication c'est pas l'arrêté, c'est de l'acte annonçant la réalisation de l'aménagement. Donc c'est une période très courte et ça demande aussi d'avoir l'information puisque les actes ne sont pas forcément publiés en ligne. Donc selon le territoire sur lequel on est, c'est assez difficile d'avoir cette information. Donc ça pour dire que j'ai pas de réponse. C'est un sujet qu'on a déjà abordé avec la FUB. Comment mieux être plus réactif par rapport à ces aménagements qui se font. On sait aujourd'hui encore qu'il y a des aménagements qui sortent sans aucun respect de cette loi et c'est un vrai problème, mais j'ai pas de solution. On réfléchit notamment avec la fabrique des mobilités sur qu'est-ce qui serait possible de faire avec la mise en open data d'un certain nombre de données des collectivités pour automatiser un petit peu les alertes sur la publication de ces actes quand elle est faite de façon dématérialisée. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse et on est sur un travail de fourmi parce qu'il faudrait être présent sur tous les projets d'aménagement quand ils sont annoncés. Après, c'est peut-être des études à lancer aussi sur le respect de la LOR par collectivité, mais voilà. Aujourd'hui, on est un peu désarmé devant l'ampleur de la tâche et la difficulté d'avoir accès à ces infos qui sont très localisées. Sur ce sujet, on a quand même peut-être une petite note positive parce qu'on a récemment, là je crois que c'était la semaine dernière, on a une association FUB qui a réussi à obtenir gain de cause dans une affaire justement là dans
il y avait un aménagement cyclable qui a été mal. Genre, je connais très mal le dossier, hein, mais pour résumer, un aménagement cyclable qui était mal fait et ça a été contesté devant le tribunal administratif compétent. L'affaire est remontée du coup jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État a donné raison à l'association. Je peux vous mettre là on a un petit récap de l'affaire, je peux vous mettre en lien, mais voilà, une des voies aussi pour faire appliquer la loi LOR, ça peut être la voie juridique et notamment portée par des associations membres de la FUB. Le problème, hein, c'est qu'on a généralement nos associations sont pas outillées pour faire ce genre d'action et d'autant plus que ça peut avoir des conséquences financières assez dramatiques si elles venaient à perdre. Donc voilà, c'est aussi un sujet à la FUB où on aimerait pouvoir faire monter en compétence ces assos sur ces sujets très techniques. Voilà, en tout cas, une des réponses qui peut être apportée. Merci Louis, merci Elodie. Du coup, on a déjà dépassé le temps imparti, donc on va clôturer. Donc on voit bien que de toute manière, pour atteindre nos objectifs Accord de Paris, le vélo est incontournable, mais pas que. On voit bien également que il faut travailler à différentes échelles, différents niveaux, ces enjeux, et c'est pour ça que moi je suis ravi de pouvoir, on va dire, travailler avec vous au quotidien à différents niveaux, différentes échelles. On voit que c'est complémentaire et essentiel. Et pour finir, c'est vous qui allez pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous laisse dans le même ordre qu'au départ ou à l'inverse, comme vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse un mot de clôture chacun. En tout cas, merci à tous. Et puis, je vous salue d'ores et déjà. Et à très bientôt. Marius, j'ai l'impression que tu as dégainé le premier. Je te laisse. Non, mais en tout cas, merci. Déjà, merci à Ecodef de nous avoir invités. La fédération, comme vous l'avez compris, est nouvelle dans cet environnement mobilité et aujourd'hui de plus en plus capable de répondre aux besoins et en tout cas a pris la mesure du changement vers un monde plus durable à vélo et a bien compris que le vélo n'est plus qu'un sport, c'est aussi un mode de vie, un mode de transport de plus en plus répandu et donc voilà. La fédération avance dans ce chemin-là à sa vitesse. Merci à tous. Louis Du coup, Ah, Elodie, pardon. Vas-y. pardon, j'allais enchaîner. Merci également à Ecodef pour cette opportunité. C'est toujours très intéressant ce type d'échange. Ça fait du bien. Et je voulais juste ajouter un mot parce que finalement, ma présentation, elle a été quand même très tournée collectivité sur le fait que, parce que je savais qu'il y aurait Employeur Pro Vélo qui serait présenté, sur le fait que, de mon point de vue, on ne peut pas se passer des employeurs et des entreprises pour faire cette transition du vélo. Je l'ai dit, hein, on peut faire des aménagements, mais on ne pourra pas couvrir le pays intégralement d'aménagement. Et puis, de toute façon, ça ne suffira pas si on n'a pas une évolution culturelle. Et aujourd'hui, l'un des lieux les plus emblématiques pour créer une nouvelle culture, c'est quand même l'entreprise. C'est quand même un lieu d'établissement de normes sociales. Et donc, si on veut vraiment faire ce virage culturel sur le vélo, il faut que les entreprises le fassent avec nous et soient des vrais prescripteurs. Donc voilà, donc on compte tout autant sur les employeurs et sur les entreprises que sur les collectivités pour faire cette transition. Ce qui tombe bien, c'est qu'une partie des employeurs sont quand même imposés dans les négociations annuelles de traiter le sujet. Donc, ça colle avec la trame légale de fond. Et Louis, pour finir ? Ouais, du coup, merci aussi pour l'invitation et puis pour ces échanges. Moi, je voulais avoir un message à peu près similaire à celui d'Elodie et pour compléter, oui, donc employeur, entreprise, voilà, je pense au côté FUB, on pense que vous pouvez, vous pouvez être prescripteur sur ces sujets-là. Et pour vous accompagner, justement, on a mis en place ce programme Objectif Employeur Pro Vélo. Et même si ce programme ne vous intéresse pas, voilà, moi je vous invite aussi à prendre contact avec les associations membres du réseau FUB, hein, qui sont, je crois qu'il n'y a plus un seul département de France où il n'y a pas d'association FUB. Donc n'hésitez pas aussi à prendre contact avec eux, à vous faire aider, et puis à vous faire aider aussi par peut-être des professionnels, hein, comme des cabinets de conseil parce que le sujet est complexe. Donc voilà, faites-vous aider et je pense que on y arrivera tous ensemble. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.